S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes et bienvenue pour notre 61e épisode. On se retrouve comme chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On retrouve notre baroudeur préféré, l'ex-top 50 et joueur français Stéphane Robert, qui sort, permettez-moi l'expression, le ventilateur à paillettes dans cette seconde partie d'une richesse incroyable. Steph nous raconte son Open d'Australie 2016 totalement fou, où il arrive en qualif sans quasi pouvoir marcher avant de se hisser au 3e tour du tableau final. Il revient sur son niveau de jeu hallucinant contre Djoko à Rome la même année, ou sur une confrontation face à un certain Nadal de 16 ans en challenger aux Canaries, ou encore un pronostic bien senti quand il a servi de sparring à Roger pendant l'Open d'Australie 2017. On essaye de comprendre pourquoi Steph a ensuite disparu des radars de l'ATP après avoir atteint son meilleur classement, à savoir 50e mondial en 2016. On parle aussi argent, en totale transparence avec notre invité, puis Steph nous explique pourquoi il a été baptisé le guide du routard sur le circuit. On évoque sa transition de joueur au métier de coach avec l'ancienne numéro 2 mondiale Vera Zvonareva. Puis c'est assez improbable et vous allez être gâtés les légendes, Steph m'a proposé de lui-même d'enregistrer un complément truffé d'anecdotes du circuit plus rocambolesques les unes que les autres. C'est cadeau, c'est 25 minutes de bonus que vous allez adorer, alors restez bien jusqu'au bout. Par ailleurs, la profondeur de ses réponses aux questions de fin est tout simplement du petit lait à consommer à volonté. Je suis hyper heureux de vous annoncer qu'on vous propose la suite logique de cette interview la semaine prochaine avec son ancien coach Ronan Lafay, qui l'a emmené jusqu'au sommet. Avant de laisser place à l'épisode, je vous rappelle que vous avez accès à notre 3e masterclass d'1 heure avec Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché mentalement 13 joueurs et joueuses du top 100. On voit ensemble comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours, en match et dans les mauvais jours. Ce nouveau cours se divise en 8 parties. On a entre autres planché sur l'état d'esprit à adopter pour performer sur un cours de tennis, en fonction de ta personnalité. À l'aide d'un outil précis, on voit ensemble comment déterminer l'état d'esprit qui te convient. Jean-Philippe nous explique comment mettre en place des process pour entrer dans le bon état d'esprit, celui dit d'un joueur en confiance. Il nous livre les conditions pour entrer dans la zone, cet état second de pilotage automatique où tout déroule. Notre expert mental nous donne des rituels puissants d'avant-match qui marchent pour avoir confiance ainsi qu'un hack pour rester positif sur le cours. C'est une nouvelle masterclass passionnante auquel vous avez accès au format audio et vidéo et je vous ai également concocté un support écrit pour la suivre. Pour vous abonner et recevoir un nouveau cours tous les 15 jours, vous avez un lien juste en dessous. Et si vous voulez avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Place maintenant à notre 61e épisode avec le fabuleux Stéphane Robert. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Du coup, 2015, saison un peu blanche, non? C'est pas ça? Bah en fait, oui. 2014, je tiens jusqu'à Roland-Garros. Et là, je me blesse. Donc là, j'étais un petit peu dégoûté pour plusieurs raisons parce que déjà, je venais de gagner Barcelone en double et j'avais envie de jouer le double à fond. Et là, ça me coupe dans mon élan. Je devais jouer avec Ivo Karlovic à Roland-Garros en double. Et là, il y a tout qui s'écroule. Mais bon, après, voilà, globalement, j'en prends pour 6-7 mois cette blessure. Là, je me fais une déchirure à l'ischio. Bon, la bonne chose, c'est que comme j'avais raté une fois le classement protégé 8 ans plus tôt, là, ce coup-ci, je ne le rate pas. Donc, je prends un classement protégé. Je redémarre la saison 2015, mais bon, difficilement parce que j'ai pas beaucoup de résultats. Enfin, j'ai pas de. Je redémarre à froid en Australie. Bref, j'ai aucun résultat. Le règlement du classement protégé, tu disais que tu ne le connaissais pas. Le classement protégé, c'est qu'il faut être arrêté un minimum de 6 mois. D'accord. Mais la seule chose, c'est qu'on a un délai de 6 mois pour le demander. D'accord. C'est-à-dire que si on s'arrête 6 mois, mais qu'on le demande pas, en fait, on est cuit. C'est ce qui m'est arrivé, moi, la première fois que j'ai demandé mon classement protégé. C'était ça le souci, c'est que j'avais pas de. Je m'étais dit, quand j'irai mieux, je vais demander à l'ATP, et donc j'aurais demandé au bout d'un an. Sauf que au bout d'un an, ils m'ont dit, mais bon, t'as 6 mois pour demander le classement protégé. Donc là, j'étais grillé. Donc voilà, je me suis débrouillé comme ça. Sauf que là, j'ai demandé en temps et en heure, et donc comme je m'étais arrêté 6 mois, j'avais le droit à 9 classements protégés pendant 9 mois. Mais mon classement était pas incroyable, il était à 105e joueur mondial, je crois, 105. Et donc, je me suis retrouvé à avoir un début de saison 2015 un peu compliqué parce que je manque de préparation, je manque de repères totalement. Et finalement, je commence à bien jouer à partir de 2015, à partir de Roland-Garros. Je me qualifie. Et là, c'est un gros truc parce qu'on fait une bonne préparation en Belgique.
avec mon team en Belgique, avec la fondation Open Spirit. Et j'arrive et je me qualifie à Roland. Et je perds un match assez fou contre Edmund dans 5-7. Et d'ailleurs, lui, à la fin du match, quand je sors du terrain, c'est limite s'il m'applaudit parce qu'il croit que c'est la fin de ma carrière. Il avait cru entendre que c'était mon dernier Roland Garros. Merci Kyle. Donc là, c'était assez génial. Quand je l'ai revu après sur un autre tournoi dans les vestiaires, j'ai rigolé. Ah non, j'ai dit, ne m'enterre pas tout de suite, ne m'enterre pas, j'ai encore des choses à faire. Je suis encore là. Et il dit ouais, j'avais entendu que tu allais peut-être jouer ton dernier tournoi. Ben, j'avais 35 ans déjà, donc bon, c'était crédible en même temps. Hein. Et donc là, je me relance à partir de là. Et je finis par un gros été, une grosse fin de saison 2015 où je vais jouer en Asie. Pour la première fois, je pars jouer en Asie. Je vais jouer au Vietnam, en Thaïlande, au Japon. Et j'ai des bons résultats et je me repositionne au classement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que tu dis qu'entre le mois de mai 2015 où je suis 500e mondial et où je joue à Roland-Garros grâce à mon classement protégé, et en fait, entre mai 2015 et octobre 2016 où je me retrouve 50e mondial. Donc en gros, j'ai fait une grosse… En une année, je suis remonté dans le top 100 en un an. Et après, quelques mois plus tard, 50e. Et donc à partir de là, j'ai enchaîné des résultats. Je suis arrivé à l'Open d'Australie 2016. Donc là, encore une fois, j'ai pas de chance parce que fin 2015, je me blesse encore un peu, je me fais mal au dos. Et je suis en souffrance. J'arrive en Thaïlande où je perds au deuxième tour et je suis pas bien du tout. Je travaille avec une kiné sur place qui me remet d'aplomb. Ensuite, j'arrive à l'Open d'Australie, mais je suis pas au top. Je m'entraîne quasiment pas. Je joue 1 heure par jour et je travaille tous les jours avec les kinés. Et petit à petit, je retrouve de la mobilité avec mon dos. Et au final, voilà, je sors des qualifs. Bon, je gagne un gros match contre le jeune Karen Khachanov au dernier tour, où je suis complètement à la rue. Je suis mené 6-1. Il y a 6-1-1 partout. Il me détruit complètement tellement il me met à 10 mètres de la balle. Et là, d'un seul coup, il a balle de break, un partout, balle de break. Et je ne sais pas pourquoi. Il a commencé à gamberger. Il ne le fait pas. Et derrière, c'est moi qui l'ai complètement écrabouillé. Derrière, je gagne 6-4, 6-1. Et je me qualifie. Et après, je sors mes deux bons matchs. Hein. Je fais un super match contre Fratangelo. Je gagne 6-2, 6-2, 6-2. J'avais un petit peu peur sur ce match-là parce que je jouais un lucky loser. Et là, je me suis dit, oh là là, 2014, j'étais lucky loser. Il ne faudrait pas que ce soit l'arroseur arrosé et que je me fasse cueillir par un lucky loser. Ça m'embêterait un petit peu. C'était le match piège. Et donc, bon, j'ai joué un très, très gros match. Et ensuite, je me retrouve à jouer Rajiv Ram, qui vient de sortir Anderson, qui est blessé au genou. Et donc là, je sais que j'ai une chance de dingue aussi de passer le tour parce que, voilà, entre jouer une tête de série et jouer Ram, il n'y avait pas photo. Et je démarre le match en trombe. Je joue vraiment super bien. Je mène 6-3, 4-1. Et là, je me mets à… Enfin, c'est pas je me mets. C'est lui qui change complètement la donne. Il faisait que des revers coupés. Et je ne sais pas ce qui lui a pris. D'un seul coup, il s'est mis à faire des revers à plat. Et ça m'a complètement déstabilisé. Et j'arrive plus à jouer. Et là, je perds le deuxième set 7-6. Derrière, je perds 6-3 ou 6-4. Et je suis breaké au quatrième. Et là, il y a un moment, je dis, écoute, là, il va falloir réagir parce que c'est pas possible. Là. Et donc, j'ai arrêté de me faire des films, de m'exciter tout seul. Je me suis calmé. Je me suis mis à être beaucoup plus calme, à respirer tranquillement sur le terrain. Et finalement, je m'en sors 7-5, 7-5. Et là, je suis comme un dingue quand je gagne le match parce que voilà, je gagne 7-5 au 5e set et c'est incroyable. Bon, j'ai quasiment 36 ans et je me retrouve à aller au 3e tour et surtout très content d'aller au 3e tour sans avoir eu le coup du sort du lucky loser. En 2014, je sors, bon, je suis lucky loser, donc à la base, j'ai plus rien à faire là, j'ai perdu. Je suis repêché parce qu'il y a un joueur qui est blessé. Bon, ok. Là, je me dis, tiens, je suis au 3e tour d'un grand chelem et j'y suis et je le dois qu'à moi-même. Donc là, je suis vraiment hyper content. Et pour jouer avec Gaël, tu y crois ou tu es dans quel état d'esprit ? Ouais, j'y crois. Je sais pas si j'y vais en y croyant, mais en tout cas, la seule chose que je me dis, et je me suis dit, voilà, j'ai eu une mauvaise expérience contre Murray en 2014. J'ai joué mon match, c'était pas mal, mais moi, j'en veux plus de ces matchs-là où je joue et je suis en dedans. Moi, je veux jouer mon jeu d'entrée de jeu. J'ai dit, allez, tu lâches les chevaux, je m'en fous. Quoi qu'il arrive, tu lâches tout. Tu joues ton jeu en tout cas. Et donc, je démarre en trombe. Au départ, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je m'étais dit, ok, tu vas peut-être prendre 3 bulles aujourd'hui, mais tu vas jouer ton jeu. Tu lâches tout. Enfin, en tout cas, tu joues. Quand tu as envie de lâcher, tu lâches. Tu ne t'occupes pas de réfléchir si tu dois faire ci ou ça.
tu y vas. Et là, je démarre et là, c'est exceptionnel. Le début de match, j'adore. Je lâche tout, je mène 5-2 et je joue comme, sans me poser de questions, comme si j'étais dans mon jardin. Ouais. Et donc là, je me régale. Ouais. Alors après, lui, je me souviens très bien sur ce match. Lui, après, il recolle un petit peu. C'est pas que je déjoue, c'est que lui, d'un seul coup, il défend un petit peu mieux. Ce premier set, honnêtement, je dois le prendre. Il a un petit coup de chance sur un passinglet à 5-4 ou 5-3 sur un égalité où je suis vraiment à 2 doigts de lui cueillir le set. Et après, en fait, le match, finalement, et là, c'est marrant parce que j'ai revu des points là, parce que je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont ressorti ce point en vidéo où on fait un point qui dure très longtemps. Et alors, il y a eu ce point où il y a eu coup entre les jambes, coup dans le dos. Bon, celui-là, il était je pense qu'il était en le deuxième set, celui-là. Mais dans le premier set, je fais un point de dingue à 5-4, 30-40, où je sauve un point hyper important. Et où là, en fait, le point, il est génial. Seulement, derrière, je m'enflamme. Je m'excite. C'est-à-dire que je chauffe le public et vas-y. Et en fait, là, je suis parti en sucette après dans ma tête. C'est-à-dire que finalement, ça m'a fait perdre des pédales. J'ai fait du show. Là, je suis content. J'ai fait mon show. Mais au final, je n'ai pas été capable d'assumer derrière et de gérer. Donc, en fait, ce point-là, il était génial. Finalement, bon, après, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas que j'oublie que j'avais puisé mentalement. Hein, c'était mon 6e match. Hein, donc, je commençais à être un petit peu usé. Et les 5-7 de 2 jours avant aussi m'avaient usé. Physiquement, j'étais pas trop mal. Mais c'est mentalement que j'étais un petit peu cuit après. Ouais. Parce que ça m'avait pris beaucoup d'énergie. Et donc, après, c'était quand même assez exceptionnel de mener 5-2 double break au premier set. Et 3-0 double break au deuxième set et de prendre 7-5-6-3. Et donc après au troisième set, là j'avais vraiment pu. Le début de deuxième set déjà c'était déjà compliqué. Je l'ai breaké en tentant des coups un peu farfelus, des retours gagnants qui sortaient un peu de nulle part. Seulement ça avait peu de chance de tenir et ça n'a pas tenu du tout. Et donc je suis sorti de ce tournoi en étant encore une fois hyper content et de me dire voilà, j'ai toujours ma bonne étoile en Australie. Hein. Ouais, incroyable. Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur ces 2 plateformes parce que c'est du fuel pour nous pousser à continuer de te régaler. Récupère ensuite gratuitement les 4 secrets de statisticien de Fabs Barreau pour grappiller de précieux pourcentages dans ton jeu grâce à la stat. Et t'as un autre lien juste en dessous pour découvrir les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant. Ces 2 formations sont offertes, c'est notre tournée, c'est cadeau. Il y a eu ce match incroyable aussi au deuxième tour de Rome contre Djoko où tu fais des points mais de l'espace. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'as vécu? Enfin, c'était surréaliste que tu envoyais ce jour-là, quoi. Ouais, c'est exactement la même chose que contre Gaël. Je suis arrivé sur le terrain et je me suis dit bon, là je joue le numéro 1 mondial. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue à essayer de jouer le tennis que je produisais depuis quelques jours? Je jouais vraiment pas mal. J'avais gagné 3 matchs et j'ai été en confiance. Et je m'étais dit, comme contre Gaël, là, je vais jouer pour la première fois sur le Foro Italico, là, sur le cours central de Rome. Je vais jouer le numéro 1 mondial. A priori, je risque de prendre une petite correction. C'est possible. Je me suis dit, écoute, tu vas peut-être prendre une correction, mais encore une fois, tu vas jouer ton jeu. Tu vas lâcher et puis c'est tout. Tu ne vas pas t'occuper. Je m'étais dit exactement la même chose que contre Gaël. Tu vas prendre. Contre Gaël, c'était au meilleur des 3 manches. Donc, je me dis, tu vas prendre 3 roues. Là, je me dis, écoute, c'est pas grave, tu vas te prendre 2 roues, mais tu t'en fous. Tu vas jouer ton tennis. Et j'ai certainement joué peut-être le meilleur match de tennis de ma vie sur ce match où je l'ai bousculé, je lui ai collé 33 coups gagnants et j'ai complètement oublié, j'ai fait abstraction du fait que c'est Djokovic, que c'est le numéro 1 mondial. Hein, à ce moment-là, il dominait de la tête et des épaules. Hein, il était numéro 1 à 12 000 et deuxième, il était à 6 500. Hein, donc, il était quasiment double numéro 1. Donc, bref. Et voilà, j'ai fait mon match, c'était génial. Et en plus, les Italiens, ils ont adoré ce scénario parce qu'ils aiment bien aussi ce genre de match où il y a un joueur qui est un petit peu bousculé. Donc, ça a été un grand moment. Ouais. Et tu sors comment de ce match en te disant je colle autant de coups gagnants, mais quelque part, j'arrive pas à faire la différence. Enfin, qu'est-ce que tu te dis en sortant du cours? Ouais, après, je vois la différence de gestion. Après, faut remettre les choses dans leur contexte. Lui, Djokovic, il arrive sur un premier tour. Il ne connaît pas plus que ça. Lui, il arrivait de Rome, il arrivait de Madrid. Et à Madrid, il y a de l'altitude. Donc, les conditions sont différentes. Il venait de perdre en finale à Madrid. Il venait de gagner Madrid. Alors, je ne sais plus s'il avait gagné ou perdu, mais en tout cas, il était en finale. Et donc, il arrive, il avait fini le dimanche. Nous, on s'est joué le mardi ou le mercredi. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent.
Donc les conditions de jeu étaient dures pour lui. Et donc j'en ai profité. Le vent, des fois, ça nivelle aussi pas mal. J'ai joué ultra agressif. Lui, c'est son premier match, donc il était un petit peu en mode j'essaie de contenir un petit peu le volcan en face de moi. Et c'est ce qu'il a fait, honnêtement. Parce qu'il a réussi à me tenir jusqu'à 5-5. Et à 5-5, il a sorti un petit peu comme Benoît Paire quand je l'avais joué à Wimbledon. C'est-à-dire que le gars joue tranquille et à un moment, il a appuyé sur l'accélérateur. Et là, à 5-5, il m'a fait un jeu où il a enchaîné 3-4 points de top niveau. Où là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Où il m'a agressé, il a trouvé des zones justes, il a serré le jeu vraiment de manière très claire. Et donc là, moi, c'était à ce niveau-là, je tenais pas, j'ai pas réussi à tenir. Seulement lui, après, à la fin du set, il a dû croire que j'allais baisser les bras. Seulement, j'ai continué pied au plancher. Et là, je l'ai breaké. J'ai mené 3 en deuxième. Seulement, j'ai pas réussi à tenir et il est revenu, il a recollé. Et je me suis fait encore breaker à 6-5 sur mon jeu. Où là, j'ai commencé à faire des mauvais choix. C'est vrai qu'à 3-1, j'étais vraiment encore revenu j'étais dans la zone, je jouais, mais voilà, j'avais un espace, il me donnait une balle courte, je tentais une accélération dans une zone et je lui faisais mal tout de suite. Ouais. Et à partir du moment où il m'a débreaké, il a recollé, j'ai commencé à perdre un petit peu cet état et j'ai commencé à faire des choix un petit peu moins francs et aussi à faire des choix plus fous. Et j'ai commencé à dézoner, à moins bien jouer, à faire des erreurs, à lui donner des points. Et voilà, c'est comme ça que je me suis fait cueillir sur la fin du deuxième set aussi. Ça me rappelle ta rencontre contre Nadal aux Canaries. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu avais vécu ce jour-là, quand il avait 16 ans? Oui, alors contre Nadal, lui, il était très très jeune, donc on commençait à parler de lui. Il était 220e mondial à l'époque. Moi, ouais. J'étais 350e mondial. Et donc, il était 220e mondial. Et moi, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Je savais qu'il avait dû gagner un challenger sur Terre pas longtemps avant. Je crois qu'il avait fait 280, 220. Bref. Et donc, j'arrive contre lui et je jouais bien. J'avais gagné mes 2 matchs. J'avais battu Guillermo Garcia Lopez, qui était pas, voilà, il était encore loin, mais qui était vraiment un bon joueur. J'avais gagné très facilement. Et je m'étais dit, voilà, je vais jouer contre ce jeune-là, je vais le bousculer, je vais le perturber. C'était à une époque, c'était au début de ma carrière. Et à ce moment-là, je mettais beaucoup la pression au retour de service sur les deuxièmes balles où je m'avançais vraiment beaucoup dans le terrain pour déstabiliser mon adversaire. Ça marchait les tours de précédents. Et là, quand j'ai joué contre Nadal, j'ai essayé de le bousculer avec ça, mais il n'a pas bougé une seconde. Alors après, pour l'aider, il y avait beaucoup de vent le jour où je l'ai joué. Hein, bon, globalement, sur toute la semaine, aux Canaries, il y a souvent beaucoup de vent. Et ça l'aidait aussi beaucoup avec ses frappes liftées. Donc j'ai perdu 6-3, 6-3 et j'ai fait un match correct. Mais le truc, c'est que je sentais que lui, il était mentalement très, très solide. C'est-à-dire qu'il a été imperturbable. Et pour un jeune de 16 ans, c'était assez impressionnant. Après, au niveau de son jeu, bon, je ne veux pas dire que c'était incroyable. Mais mentalement, c'était très fort. Est-ce que tu aurais une anecdote aussi à partager avec Roger ? Alors Roger, moi après, le truc c'est que j'ai pas vraiment côtoyé. En fait, j'ai côtoyé le plus sur les dernières années là. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a repris en 2017 en Australie, j'ai joué avec lui pour la première fois. J'ai joué avec lui plusieurs fois. J'ai fait sparring avec lui pendant 3 fois dans la semaine. Donc je me suis amusé à jouer avec lui et bon, c'était. Quand il a fait son retour en 2017, je me suis entraîné une fois avec lui en indoor. Et là, j'ai jamais vu un joueur qui jouait comme ça au tennis, qui faisait avancer la balle aussi facilement. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis là, s'il ne gagne pas l'Open d'Australie, je ne comprends rien. Et bon, il a gagné, mais il n'a pas gagné si facilement que ça. Mais bon, globalement, je sentais que ce qu'il faisait, c'était incroyable. Une telle facilité, c'était impressionnant. Ouais. Impressionnant. Après, je n'ai pas d'anecdote particulière plus que ça. Je me suis entraîné quelques fois avec lui. Ouais. J'ai joué 3 fois cette année-là. L'année d'après, en 2018, j'ai joué 4 fois avec lui. Je l'ai joué aussi en 2017. Je l'ai joué à Indian Wells. Mais bon, j'ai pas réussi à... J'étais un peu blessé, je ne pouvais pas jouer vraiment, j'étais pas à 100%, donc je me suis pris une grosse tôle, mais voilà. Ouais. Donc après Djoko, cette année-là, tu montes quand même 50e, ton meilleur à l'ATP, tu finis l'année en trombe, et depuis, pareil, qu'est-ce qui s'est passé? T'as lâché encore mentalement, ou ça a été quoi la suite? Non, là globalement, j'ai pas. Après, c'est un petit peu de la malchance, mais en 2016, je finis bien la saison. Globalement, voilà, je finis sur mon demi à Moscou et je finis l'année 50. Bon, je perds un peu de points, je finis l'année 55e mondiale ou 60e. On démarre la saison à peu près correctement, même si j'ai pas de résultat. Je perds 3 fois au premier tour et je pars en Amérique du Sud. Et là, je me fais une pubalgie.
Et pourtant, j'ai fait hyper attention, mais globalement, pas assez. Et je me fais une pubalgie qui me plante complètement mon début d'année 2017. Donc c'est là, en fait, je ne savais pas ce que j'avais à ce moment-là. J'ai joué Buenos Aires, Rio, Acapulco. À Acapulco, ça commençait vraiment à devenir de plus en plus difficile pour moi. Finalement, je me suis reposé. J'ai repris qu'à Indian Wells. Après, je me suis encore reposé après Indian Wells. J'ai joué Miami, mais bon, ça commençait à devenir de plus en plus dur. Et ensuite, en fait, j'ai été diagnostiqué. On a diagnostiqué une pubalgie. Donc, j'ai pas joué pendant 2 mois. J'ai fait des soins. Mais malheureusement, après, quand j'ai repris, j'étais plus au même niveau. En fait, moi, j'avais repris avec Ronan en 2016. À partir de Roland, on a repris. Je l'avais rappelé avant Rome. J'avais discuté avec lui et j'avais dit, écoute, j'aimerais bien qu'on reprenne, qu'on reprenne l'aventure et qu'on essaye de faire mieux que ce que j'avais fait avant. J'avais été 60, je sais pas combien, 61e. Et on s'était dit, on va essayer de faire mieux. Et donc je l'ai rappelé et donc on a refait une année de Roland 2016 jusqu'à Roland 2017. Ok. J'ai joué à Roland, j'ai repris après 2 mois d'arrêt, j'ai joué contre Dimitrov, c'était une bonne expérience. J'ai joué sur le central, première fois que je joue sur le central à Roland, c'était génial. Mais malheureusement, je n'étais pas assez prêt physiquement et tennistiquement pour faire un gros match. Ouais. Et donc après ça, on a arrêté et après je suis retourné jouer. J'ai continué à jouer tranquillement de mon côté. J'ai géré l'après-pubalgie. J'ai commencé à me remettre à bien jouer à la fin de l'année, à partir de l'US Open. Et j'ai bien fini l'année. Et ensuite, j'ai réussi à jouer jusqu'à Wimbledon 2018 où j'étais bien. J'étais remonté 130e. J'étais bien reparti pour remonter en laissant. Et là, je me suis fait très mal au genou. Et derrière, après, ça a été compliqué de gérer cette blessure. Ça m'a arrêté encore pendant 2-3 mois. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai pas vraiment pu rejouer vraiment en étant à 100%. Quand tu dis j'essayais d'être sérieux, mais j'ai eu une pubalgie, ça peut se prévenir ce genre de blessure? La difficulté, la prise de risque que j'ai eue, c'est que je suis allé jouer sur terre battue. Et ça, c'est toujours difficile. Je m'étais déjà fait une pubalgie quand j'avais 17 ans et c'était en faisant une transition dure-terre. Pour moi, c'était très dangereux parce que j'ai souvent les adducteurs assez raides. Et il faut que je sois très vigilant pour commencer à jouer sur terre. Et là, j'avais fait venir une kiné avec moi. J'avais vraiment fait hyper attention, mais ça n'a pas suffi. Et je m'étais entraîné toute la semaine. Et je revois exactement le moment où je serre. Et là, je prends un coup de couteau dans les abdominaux. Sur le coup, je me dis peut-être que c'est juste une petite contracture. Mais derrière, je finis l'entraînement. Et en rentrant, je sens que... sur le chemin du retour, je sens que mes adducteurs ils commencent à être touchés alors que c'était au niveau abdominal. Et donc, j'étais en difficulté. Ouais. Et donc, à partir de là, ça a été compliqué. Ouais. Tu as gagné 2 448 646 $ sur ta carrière de prize money. Quel regard tu portes sur ce montant? Après, il faut voir que c'est quand même sur une longue période. Bon, je ne sais pas combien de temps exactement j'ai passé dans le top 100. C'est pas non plus énorme parce que j'ai fait beaucoup de yo-yo. J'ai jamais réussi à tenir. Ça, c'est un de mes grands regrets. C'est que j'ai jamais réussi à tenir une saison complète sur le grand circuit. Mais après, globalement, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Hein. Globalement, j'ai pas de regrets par contre par rapport à tout ça. J'étais -2 à 20 ans. Tu m'aurais dit, écoute, tu vas être 50e mondial à 36 ans. Je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ton problème là? T'es fou. Bref, moi, globalement, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai poussé au max ce que j'avais à faire. J'aurais pu faire mieux, ça j'en suis sûr. Mais j'ai été aussi lent dans ma compréhension des choses. Hein, je partais de loin. Si j'avais pu comprendre ces choses plus tôt, j'aurais pu faire mieux, évidemment. Mais bon, globalement, je suis content déjà d'avoir touché toutes ces choses-là. D'avoir pu toucher le haut niveau, d'avoir pu jouer contre tous les meilleurs joueurs du monde, sur tous les plus grands tournois du monde. Voilà, globalement, j'ai été 50e mondial, mais je suis très, 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 très satisfait de ce que j'ai fait. Tu vas avoir une retraite de l'ATP? Non, parce que j'ai pas validé les années. J'ai pas été assez stratège au moment de mes programmations de tournois. Mais bon, ça encore une fois, on se rend pas compte. Des fois, on a la tête dans le guidon et on se dit il faut absolument que ci, que ça. Mais bon, après voilà, c'est chacun son objectif. Maintenant, moi, l'objectif, c'est pas non plus d'avoir la retraite de l'ATP. Le but, c'était de faire ce que j'avais à faire. Et mon plan, c'était pas de jouer pour avoir la retraite de l'ATP. C'était pour jouer pour faire les choses qui me semblaient les plus cohérentes pour remonter le plus vite possible au classement. Si j'avais joué la retraite de l'ATP en 2015, il aurait fallu que j'aille jouer à Newport, que j'aille jouer des tournois un petit peu farfelus. Voilà, maintenant, rendez-vous dans 10 ans pour me dire finalement, j'aurais peut-être dû le faire quand même. Hein. Bon, non, mais c'est pas un souci. Une saison, tu sais combien elle te coûtait en moyenne?
Non, parce que j'ai jamais fait les comptes. Mais bon, globalement, ça devait coûter. Bon, moi, le truc, c'est que voilà, globalement, comme j'avais pas vraiment les moyens, je voyageais sans coach. Donc, mais une saison sans coach, c'est dur à plafonner parce que globalement, quand tu joues des challengers, et moi, c'est pour ça aussi que j'ai joué. Il y a des moments où je jouais challenger. Parce qu'en challenger, si tu joues les tableaux, tu es pris en charge. Donc, à l'époque où tu avais les 5 nuits qui sont revenues, a priori les 5 nuits, mais bon, bref, tu avais les 5 nuits de payées, donc tu prenais moins de risques que d'aller jouer des qualifs d'ATP, où finalement, là, tu avais ta nuit du samedi, dimanche qui était peut-être payée, mais derrière, tu avais la semaine à faire, donc c'est compliqué. On sait très bien que le grand circuit, si tu veux jouer les grands circuits, ça coûte encore plus cher parce que tu dois voyager. Il n'y a pas beaucoup de tournées qui s'enchaînent dans le même pays. Donc, je pense que c'est entre 30 000 et 60 000 euros. Et après, quand tu as quelqu'un avec toi en plus, c'est encore plus, hein, c'est démultiplié. Moi, je pense que je devais arriver à boucler une saison qui me coûte 30-35 000 euros une saison complète. Mais sans coach. Si tu mets un coach, tu remets un salaire de coach, tu remets ses frais. Et donc, tu montes vite à doubler la mise, 35, entre 60 75 000 euros. Voilà, ça coûte très cher. Ouais. On t'appelle le guide du routard sur le circuit. Quelle était ta manière à toi de découvrir les environs pendant les tournois? Je me suis rendu compte rapidement. Moi, en fait, j'avais jamais voyagé. J'avais jamais voyagé jusqu'à mes 20 ans. J'étais resté dans ma région, quasiment un petit peu en France. Évidemment, je jouais les tournois en France, à droite, à gauche. Mais j'étais jamais allé à l'étranger. Et donc, j'ai commencé à voyager sur le circuit. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et puis, à partir d'un moment, à partir de 2005, globalement, quand j'avais plus trop envie de jouer, je me suis mis à bosser sur ma respiration. Et d'un seul coup, je me suis commencé à me libérer un petit peu de tout ça, toute la pression. Et je me suis dit, écoute, si maintenant, quand tu vas partir en tournoi, tu vas profiter un max et tu vas visiter à mort. Tu as une chance de dingue de pouvoir aller partout. Donc maintenant, tu vas essayer au maximum de profiter de tous les endroits dans lesquels tu passes. Et donc, moi, j'ai commencé comme ça. J'avais même commencé en me disant, écoute, tu es célibataire, tu vas essayer de te faire une nana sur tous les tournois. Mais j'ai pas tenu. J'ai pas tenu. J'ai bien commencé, mais je me suis arrêté après. Et entre les matchs, les entraînements, les repas et tout, à quel moment tu arrivais à caser les visites et les gonzesses aussi? Non, mais ouais, bon, après les filles, ça c'est autre chose. Mais bon, j'ai pas tenu longtemps, hein, donc ça j'ai vraiment pas tenu. Je me suis rendu compte que c'était pas très très bon. Mais pour les visites, après quand j'avais des days off, quand j'avais un jour off, je m'entraînais une matinée, puis derrière l'après-midi, je vais me promener. Puis voilà, alors après, j'ai commencé en douceur, et puis petit à petit, après, en connaissant les endroits, j'ai commencé à devenir un peu plus exigeant, à me dire, OK, maintenant, je me préparais vraiment, dire, tiens, allez, si j'ai une occasion, là, je fais ça, ça et ça, parce que je me préparais de plus en plus. Mais bon, un petit peu comme tous les touristes, j'aime bien aussi aller me promener à l'improviste et découvrir un petit peu au hasard. Tu as sûrement laissé un peu d'influx à faire ça, j'imagine. Est-ce que c'est un regret après coup ou c'est le genre de truc impossible à regretter? Non, je ne regrette pas parce qu'au final, et c'est là que on le découvre aussi au fur et à mesure, mais pour moi, c'était une manière de me préparer. C'est-à-dire que ça m'aérait l'esprit, ça me permettait de m'enlever de la pression, ça me permettait de me nourrir mentalement. C'est-à-dire que je vais chercher de la nature, je vais chercher des beaux endroits et ça me faisait du bien. Ça faisait partie de mon entraînement au final. C'était quelque chose dont j'avais besoin pour mon équilibre. Yes. J'ai le regret de me dire que je suis allé faire ci ou ça. Et c'est possible que des fois, j'ai fait des choses et le lendemain, j'avais les jambes qui tiraient un petit peu parce que j'avais peut-être un peu trop marché. J'avais marché pendant 10 km ou je ne sais quoi, où j'étais allé dans une montagne. Mais j'ai quand même fait attention globalement. Mais ça, c'était quelque chose d'hyper important. Hein. Les 2-3 plus beaux souvenirs que tu as découverts en tant que touriste, ça restera quoi? C'est dur parce qu'en fait, à chaque année que je faisais sur le circuit, je me disais, voilà, cette année, j'ai fait des trucs incroyables. Et je repars l'année d'après, mais c'est pas possible, c'est encore mieux. Et donc, c'était bon, mais bon, j'ai adoré beaucoup d'endroits. J'ai joué dans des endroits tellement paradisiaques. J'ai joué sur les îles caribéennes de Curaçao, Aruba. Ouais, incroyable. J'ai joué aux Bermudes, sur l'île des Bermudes. Bon, la Guadeloupe, j'étais allé une semaine avant pour visiter, donc j'avais visité, j'ai trouvé ça exceptionnel. En Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins, Nouméa, l'île au Maître, l'île, il y en a un autre îlot un peu plus loin, l'îlot que j'ai oublié d'ailleurs. Bref, il y a des endroits qui sont exceptionnels, en Australie aussi. En Tasmanie, j'ai fait des choses exceptionnelles dans les parcs.
qui sont grandioses. Mais bon, après, là, j'en reviens. Mon dernier tournoi, c'était Indian Wells. Bon, en Californie, il y a des zones qui sont exceptionnelles aussi, dans des grands parcs nationaux. Bref, il y en a partout. Mais bon, là, c'est ce qui se passe un petit peu aussi pendant la période de confinement. Je me dis, tiens, si ça se trouve, on ne pourra plus sortir de France. Et bon, j'ai vagabondé un petit peu en France. Mais en France, on a une telle richesse de paysages différents qui est énorme. Et donc, on a déjà beaucoup à faire. Au final, et c'est ce qu'ils font parfois dans certains magazines, ils nous montrent en fait la France comme on imaginerait qu'on serait à l'étranger. On voit un paysage, on se dit, ah, tiens, là, on est au Canada. Là, on est en Californie, dans les grands espaces, dans les grands parcs. Ouais. Et en fait, on est en France. Et donc, en France, on a la chance aussi d'avoir une richesse et une diversité de paysages qui est énorme. Et là, je suis en train de m'amuser à ça, de préparer des parcours pour aller dans des zones que je ne connais pas. Il y a des zones que je ne connais pas bien le Puy-de-Dôme, par exemple. La zone, je suis déjà allé à Clermont-Ferrand et je n'ai jamais pu visiter. Et là, je me dis, tiens, je vais aller visiter des zones que je ne connais pas. Toutes ces zones qui sont inconnues pour moi, de la Lozère, du Cantal, tout ça, c'est des choses que je vais aller faire un jour. Aujourd'hui, tu coaches à la fée un peu ou c'est quoi ta manière de coacher? Pour l'instant, là, je fais une transition un petit peu. C'est-à-dire que je pourrais pas faire du coaching à la Ronan Lafay parce qu'il n'y a que lui qui sait faire. Et on est tous différents de toute façon, quoi qu'il arrive. Et après, ça dépend aussi de qui on a en face de nous. Là, je travaille avec la joueuse Vera Zvonareva. Et pour l'instant, je l'observe beaucoup. J'observe beaucoup pour prendre des infos sur elle et voir de quoi elle a besoin. Voilà, je m'adapte un petit peu à elle. Mais bon, au final, c'est la même chose. Sauf que ce n'est pas du tout le même profil de joueur. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans et j'étais tout frais. Là, je suis avec une joueuse qui a 35 ans, qui a été 2e mondiale et globalement qui connaît peut-être mieux le tennis que moi. Donc, je suis là un petit peu pour l'épauler, pour lui donner de la confiance. Mais après, j'ai un rôle. Je travaille avec Calvin Emery aussi. Et avec lui, j'ai plus le rôle de guide. Et donc, ça va peut-être se rapprocher un petit peu plus du travail que j'ai fait avec Ronan. Mais on va voir comment ça va se passer. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps pas assez de temps à travailler avec lui. J'ai passé qu'une semaine vraiment sur le terrain avec lui. Donc, c'est trop faible. Mais bien sûr que moi, c'est ce qui va me guider, évidemment. J'ai adoré. Et là, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me repréparer, de relire tous les livres qui ont été importants pour moi, de regarder un petit peu les passages marquants, de faire des petits résumés pour me remettre tout ça et pour me remettre dans la tête du coach, pour avoir de la matière vraiment et du concret à donner à un joueur. D'autant plus facile que là, c'est en français. En anglais, je maîtrise la langue, mais je ne peux pas avoir la même précision que je peux avoir en français. Comment tu t'es rapproché de Zvonareva? En fait, c'est une joueuse qui s'entraîne avec... on est 2 à travailler avec elle. Elle est avec Arnaud de Cugis aussi, le mari de Julie Allard de Cugis. Ouais. Et donc, c'est lui qui m'a approché. En fait, on s'est rencontrés en Australie l'an dernier. Et on a discuté un peu ensemble et il m'a trouvé sympathique. Et donc, il m'a proposé au mois de juin d'accompagner Vera en tournoi. Elle avait besoin de quelqu'un qui la coach et aussi d'avoir un sparring. Et moi, j'ai un peu cette double casquette-là qui est intéressante. Et aussi pour moi, puisque ça me permet de continuer à jouer un petit peu, ça me fait une transition en douceur. Être coach tout de suite, je ne suis pas forcément prêt. Mentalement, c'est dur. Ça peut être dur en tout cas pour moi qui ai adoré faire de la compétition pendant pas mal d'années. Donc là, c'est une bonne formule pour moi. Je continue à jouer. Je coach un petit peu, je lui donne des conseils et je trouve ça sympa. C'est une bonne transition pour moi. Et donc, on a commencé l'an dernier à Wimbledon avec elle. J'ai commencé à l'accompagner sur les tournois, mais seulement elle était blessée. Donc, en fait, elle m'avait fait venir pour qu'on prenne contact, qu'elle voit un petit peu comment je suis, parce qu'elle ne me connaissait pas du tout, elle. Hein. Elle me connaissait un petit peu parce que j'avais fait un entraînement avec elle, parce que j'étais avec une autre joueuse en Australie l'an dernier. Et on avait fait un entraînement parce qu'elle jouait ensemble en double, mais j'avais quasiment jamais échangé avec elle de quoi que ce soit. Et donc, je suis allé avec elle sur le tournoi d'Eastbourne, mais elle s'est retirée parce qu'elle avait mal au poignet. Et puis derrière, elle a été blessée. Pendant 6 mois, elle a eu un problème de poignet, donc elle a pris un classement protégé. Et donc moi, ma première mission de coach avec elle, quand je suis allé à Eastbourne, ça a été d'aller avec elle au supermarché pour acheter des tongs. Parce qu'elle voulait acheter des tongs. Et donc, je suis allé avec elle au supermarché et je lui dis, tu veux que je vienne avec toi? Elle me dit, ouais, viens avec moi. Donc voilà, donc elle me demandait un peu mon avis. Tu crois celles-là sont bien et tout? Je dis, ouais, écoute, c'est pas mal ça. Ouais, donc après, je rigolais après, derrière, elle a été arrêtée pendant plus de 6 mois et je ne savais pas si j'allais revenir avec elle. Je dis, écoute, moi, avec toi, on aura fait quand même un truc pas mal. C'est-à-dire que moi, mon coaching avec toi, ça a été aller au supermarché pour t'acheter des tongs. C'est pas mal. Et finalement, elle m'a rappelé au mois de décembre pour me dire finalement qu'elle allait pouvoir reprendre.
Et finalement, on a démarré au mois de février. Hein. Je suis parti au mois de. C'est là que je suis parti un petit peu à l'aventure. Et je suis parti en Nouvelle-Zélande faire un futur au bout du monde, dans l'île du Sud, près de Queenstown. Là, je me suis fait plaisir. Et donc, je suis allé dans un endroit incroyable. Et au final, je ne regrette pas d'être y allé. Hein. J'ai perdu en demi-finale. Bon, ça, c'est anecdotique. Mais surtout, j'ai pu visiter des endroits exceptionnels. Et donc, ça m'a permis de finir. Et au final, je me suis dit peut-être que ça va être mon dernier tournoi. Je ne savais pas à ce moment-là si ça allait être mon dernier ou pas. Je m'étais dit, voilà, si je finis mon dernier tournoi, ce sera sur un futur. Et ce sera donc en Nouvelle-Zélande, au bout du monde. Très bon, ça. Bon, alors, Steph, on est là pour faire un petit bonus des moments insolites de ta carrière. Ouais. Est-ce que tu veux commencer sur un truc en particulier ? Moi, je vais répondre un petit peu aux questions que tu me posais, en fait. Où tu me demandais, par exemple, quelle était ma pire galère de tournoi. Yes. Donc, ma pire galère de tournoi, elle est arrivée en 2003. J'étais en futur en Serbie, à Belgrade. Je venais de jouer 3 semaines de suite. D'ailleurs, je venais de faire un tournoi. J'avais gagné 2 futurs de suite et j'avais été en quart de finale le vendredi. Et bon, j'avais enchaîné les semaines simple double. Donc, j'avais fait vainqueur en double aussi, finale en double. Donc, j'avais vraiment enchaîné les matchs. Et le vendredi de la 3e semaine, j'avais décidé je jouais que le double et j'étais en quart de finale du tournoi. Et finalement, je perds en quart de finale et je devais enchaîner la semaine suivante en Lettonie. Et là, je dis au juge arbitre, je dis écoute, est-ce que c'est possible de demander un début de tournoi le mardi ? Moi, je viens d'enchaîner 3 semaines de suite ici et j'ai envie de repasser par la France, de passer un samedi, éventuellement le dimanche tranquille et d'arriver seulement le lundi matin sur le tournoi. Il dit OK, il dit t'inquiète pas, j'envoie un email au superviseur du tournoi d'après. Et donc moi, je suis rentré en France tranquille. J'arrive le lundi matin à Riga. Et après, on devait aller à Djurmala, l'endroit où se joue le tournoi. C'est d'ailleurs là que se joue le tournoi féminin là, qu'ils ont fait pour la première année cette année, le WTA. Et j'arrive à l'hôtel, donc il est vers les 11h, 11h30 le lundi matin. Et là, je vais voir le programme du tournoi. Et hop, je vois que je devais jouer à 10h le lundi matin. Cadeau. donc là, je me rends compte que je suis là pour rien. Donc j'étais fou. J'étais fou parce que bon, ça m'avait coûté quand même pas mal. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas changer mon billet d'avion illico parce que dans les conditions avec la compagnie avec laquelle j'étais venu, il fallait que je reste 3 jours sur place. Donc en gros, je suis resté 3 jours sur place pour rien. J'étais un petit peu énervé là. Voilà, on va dire que c'était ma pire galère parce que c'était complètement impensable de penser un truc pareil, de venir sur un tournoi et de ne pas pouvoir le jouer parce que, c'était incroyable mais vrai. Salopard de Slovénien. Ouais, non, mais après, voilà, a priori, le superviseur n'avait pas reçu la notice, n'avait pas reçu d'email, donc bon, j'aurais dû être un peu plus, pointilleux et dire, OK, envoie le mail tout de suite, je surveille que c'est bien parti. Bon, après, on peut pas, voilà. OK, ouais, ça fait des frais, évidemment, ça fait de l'énergie, ça fait plein de trucs pour rien, donc relou, évidemment. Bien sûr, ouais. Il y avait une autre question, c'était ton plus gros pétage de câble. Mon plus gros pétage de câble ? Alors ouais, ça j'y ai pas forcément réfléchi, mais une des histoires les plus marrantes qui m'est arrivée, et c'était un pétage de câble aussi, c'était en 2011 à Poznan, sur le Challenger de Poznan. Pologne. En fait, c'est une histoire un petit peu compliquée parce qu'en fait, j'étais sur un tournoi, la semaine d'avant j'étais au tournoi de Sopot, j'étais en finale du double, et le superviseur du tournoi à Sopot, il me dit écoute, tiens, ils ont fait le tableau à Poznan la semaine prochaine, tu veux savoir ton tableau ? Et moi, je lui dis écoute, non, moi, je n'ai pas envie de savoir parce que j'ai envie de finir le tournoi ici tranquille. Et une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire à Sopot, après, je penserai à Poznan. Et là, le superviseur, en rigolant, il me fait t'as un bon tableau. Je dis ok, ouais, bon, bref. Et le gars, il me dit ça en se foutant un peu de moi, en rigolant et tout. Je dis mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Bref. Non, j'étais avec lui et sur le tournoi en fait. Ah oui, d'accord. Mais c'était le superviseur du tournoi de Sopot qui, je ne sais pas pourquoi, il voulait me parler du tournoi de la semaine d'après. Mais lui, il n'y allait pas au tournoi d'après, mais il voulait juste me dire, voilà, ils ont fait le tableau, est-ce que tu veux savoir ? Et donc, il s'est permis de me faire un petit commentaire là. Donc après, quand je pars pour Poznan et que je vois le tableau, je vois que je joue contre un Allemand qui s'appelle Björn Pao, qui avait été dans le top 100, qui a été, je ne sais pas, 50e mondial, 45e peut-être, je ne sais plus. Bref. Et donc, lui, en fait, à mon avis, il m'a chambré en me disant t'as un bon tableau, bon, bref, tu vas te faire sortir au premier tour. Enfin, il me disait ça comme ça en rigolant, mais bon, c'était pas méchant, mais bon, c'était pour me chambrer un petit peu.
Et donc là, je commence le match contre Björn Pao et le match est très très dur. Je gagne le premier set 6-4 ou 6-3. Bon, ça joue très très bien. Deuxième set, ça s'inverse, c'est lui qui prend le set. Et là, on est au troisième set et là, c'est chaud. Et là, j'ai une balle de break. Je fais le break sur un point de dingue. Et là, mon adversaire qui avait déjà pris un avertissement, il prend sa raquette et il la jette sur le terrain sur le côté latéralement, mais la raquette elle atterrit même pas sur le terrain d'à côté, elle atterrit sur le terrain encore plus loin. Donc sa raquette elle fait un vol plané de 30 mètres. et là je me dis bon, l'arbitre elle va quand même mettre un avertissement, enfin elle va mettre un point de pénalité. Et ben il se passe rien du tout. Alors là quand j'ai vu ça, je suis devenu fou, je dis ok. Maintenant si c'est comme ça ici, on fait ce qu'on veut. Tout comment il y a plus aucune règle, là, c'est parti. Bon, moi je vais y aller, je vais faire ce que je veux aussi. Donc là je me détache 3-1. Et finalement, le match continue à être chaud. Et il revient. Et là, sur la fin du set, vers 4-4, je refais le break. Et là, sur un coup de dingue que je lui fais, je finis mon coup. Et en fait, en finissant mon coup, je me mets à chanter. En fait, je chantais une chanson pour chambrer le juge arbitre allemand qui m'avait chambré la semaine d'avant. J'ai chanté, la chanson, c'était Barbara Streisand. Et donc, je m'amusais à chanter la chanson. Je faisais comme ça. Je faisais... Je chantais ça sur le point et là d'un seul coup comme il y avait un peu de spectacle sur le terrain, un peu de bruit, un peu d'ambiance, tout le monde a rappliqué sur le terrain. On jouait derrière le court central de Poznan, mais tout le monde commençait à rappliquer sur le terrain pour voir la fin. Et là mon adversaire lui me regardait un peu de travers, il dit mais qu'est-ce qu'il fait lui. Bref, je lui ai refait le coup une deuxième fois où j'ai refait un point hyper important et je recommence, c'est reparti. Et je me mets en équilibre, je fais la planche, je finis mon coup. En même temps, sur la fin, la chanson c'était Barbara Streisand. Et moi, en fait, j'avais changé ça et je donnais le nom du juge arbitre qui m'avait chambré. Donc là, tout le monde se marrait plus ou moins, mais personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Et donc, je refais ça une fois le coup et derrière, je fais la planche. Et là, mon adversaire, pareil, il me regarde. Et je sais que ça le déstabilise aussi. Finalement, c'est quoi la planche? Mais en fait, tu sais, je me mets en équilibre sur un pied. Et je me penche en avant, tu vois, je fais comme si je me mettais je me mets en avant, comme si j'étais à plat ventre sur l'eau, sauf que je fais sur une jambe comme un flamant rose. Et donc je faisais ça, bref, et balle de match, je gagne, et là pareil, je remets un petit coup, je fais ça, et à la fin, je parle et je cite le nom du juge arbitre, et je dis comme ça en français, je dis dans ton cul, comme ça. Et là, le problème, c'est que j'avais oublié, c'est que Stéphane Crétois, qui était le superviseur du tournoi, il était là, il a tout entendu. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, il va falloir que tu me donnes des explications, tu passes dans mon bureau. T'as gagné le match? J'ai gagné le match. Ouais. Je lui ai dit, écoute, excuse-moi, mais j'ai eu un souci avec le juge arbitre la semaine dernière, il me raconte n'importe quoi et il n'a pas me donné son avis. Donc voilà, après, ok, ce que j'ai dit, c'était pas bon du tout, évidemment. Mais bon, voilà, je m'en suis sorti comme ça. Et pour l'anecdote, sur ce tournoi-là, j'ai reçu le prix du fair play. Incroyable. Non, mais bon, en fait, j'avais reçu le prix du fair play parce que 3 semaines avant, alors qu'on était en finale du double à Braunschweig sur le Challenger en Allemagne au mois de juillet, on était à 1-1 au super tie-break. Et là, mon adversaire, il me retourne très fort sur moi et je joue la balle et personne ne voit rien, mais la balle touche ma raquette et il me tape après dans la hanche. Et ça fait une volée amortie, croisée, injouable. Mais personne ne voit rien. L'arbitre annonce le score et personne n'a rien vu, même les adversaires, même mon partenaire, même dans le public, personne n'a rien vu. Sauf que moi, j'ai touché la balle, j'ai dit attends, je ne vais pas prendre le point comme ça. Et finalement, je leur ai donné le point et en fait, on a perdu la finale comme ça. Et donc bref, après, en fait, le superviseur sur ce tournoi-là en a parlé au directeur du tournoi à Poznan et c'est pour ça qu'ils ont décidé de me donner le prix du fair play alors que c'était le tournoi sur lequel je m'étais peut-être le plus mal comporté. Donc ça m'avait fait marrer. Après des anecdotes parce qu'après tu me demandais des anecdotes qui sont un petit peu drôles. J'en ai une qui m'est arrivée, j'arrivais sur le Challenger de Joplin aux États-Unis dans le Missouri et j'arrive à l'aéroport, on vient prendre la voiture pour qu'il nous emmène à Joplin et là je suis avec 2 autres joueurs. On monte dans la voiture et là, au bout d'un moment, on est sur l'autoroute, ça fait 15-20 minutes qu'on est parti. Et à un moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai un doute. Je dis, mais est-ce qu'on a bien pris mon sac? Et là,
Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, je regarde dans le coffre, parce qu'on voyait, on était en espèce de van et on voyait un petit peu les sacs derrière. Et d'un seul coup, je vois que mon sac de tennis n'est pas là. Et là, je deviens fou. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce truc de fou? Et là, je vois les deux mecs qui étaient avec moi, les deux joueurs, ils se marraient. Ils se marraient, les mecs, parce qu'ils voyaient le truc de dingue qui allait m'arriver, c'est que soit mes raquettes, on les avait perdues, ou elles étaient cassées, elles étaient tombées je ne sais où. Et finalement, on a fait demi-tour. On a fait demi-tour sur les 10 km d'autoroute. Je regardais partout. Je dis, attends, est-ce que mon sac il était sur le toit, il est tombé, je ne sais quoi? Et donc, dans le coup, on n'a rien vu. On est retourné à l'aéroport. Et là, l'aéroport, qui était un tout petit aéroport de campagne, j'arrive, mon sac, il était sur le trottoir. Mais j'ai halluciné. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si le sac, on l'avait mis sur le toit, on est parti. Parce que ça me paraît quand même incroyable qu'on l'ait laissé sur le côté, qu'on l'ait oublié. Mais en tout cas, le sac était là. Donc là, quand c'est arrivé, ça, je vais te dire, j'étais trop content parce que j'aurais même pas voulu imaginer ce qui aurait pu se passer si j'avais pas mes raquettes. Il aurait fallu m'en envoyer. Enfin, ça aurait été un bordel, pas possible. Ah la vache. J'ai aussi une autre anecdote qui m'était arrivée sur un tournoi et c'était assez amusant parce que je jouais un petit futur à Curaçao dans les Caraïbes et c'était un $10 000 en 2003 en novembre et mon adversaire au premier tour il arrive 14 minutes en retard, juste la limite de 15 minutes. Moi j'étais sur le terrain, je croyais que j'allais gagner par WO et le gars il arrive en voiture, il se gare juste à côté du terrain, on joue dans un petit club, il arrive pas et on fait le match. Je gagne le match tranquille. Derrière, la semaine suivante, on est à Aruba, une autre île des Antilles néerlandaises. Et là, c'est moi qui fais le coup d'arriver 14 minutes en retard. Incroyable. On était à l'hôtel, il pleuvait. Et donc, moi, je me dis, il pleut. On était à 5-10 km de l'hôtel, du club. Je dis, bon, au club, il doit pleuvoir aussi. Qu'en fait, ce qu'on n'avait pas capté, c'est qu'au club, une fois que la pluie s'est arrêtée, ils ont tout nettoyé, ils ont tout séché. Et en fait, le terrain était prêt beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Et donc, moi, finalement, je me suis bagarré pour avoir un taxi pour arriver à l'heure à peu près. Je suis arrivé 14 minutes en retard. Mon adversaire était fou. Je démarre le match sans échauffement. Je suis mené 5-2 et derrière, je gagne. Je gagne 7-5 et je mène 4-1 et il repleut. Et là, mon adversaire était dingue. Enfin, bon, il ne voulait même pas finir le match tellement il était dégoûté. Donc, j'ai mis 6-2 au deuxième set et le gars était fou. Mais c'était incroyable de passer de 14 minutes de le subir et après, c'est moi qui l'ai fait subir. C'était terrible. Qui t'a surnommé le guide du routard? Le guide du routard, c'était plus ou moins, ça a commencé plus ou moins à partir de 2014 en fait, quand je me suis fait connaître à l'Open d'Australie et que j'ai raconté un petit peu que j'aimais bien me promener. Donc après, c'est notamment, il y a Henri Lecomte qui a dû participer à ça sur Eurosport quand il parlait de m'appeler comme ça. Bon, au départ, ça me faisait ni chaud ni froid, puis au final, après, je m'en fous. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne aussi, donc c'est pas trop c'est pas un problème pour moi. J'assume parfaitement. Et tes meilleurs potes sur le circuit pendant ton activité, c'était qui? Ouais, moi j'étais assez bon public, je m'entendais vraiment bien avec pas mal de monde. J'étais souvent avec mes meilleurs potes, il y a Fabrice Martin, Jérémy Chardy, Alexis Dorenko. Après, dans les plus jeunes générations, là, il y avait Calvin Emery. Moi, je m'entends bien avec pas mal de monde, globalement. Globalement, voilà, même encore plus haut, j'aime bien Gaël, Gaël, Richard, Gasquet, Benoît Paire, voilà, j'ai pas de souci particulier avec qui que ce soit, donc voilà, entre Français, on s'entend quand même globalement très très bien. Oh, trop bien. T'avais une autre anecdote ou on a fait le tour? Des autres anecdotes, si, j'en ai encore. Alors une fois, c'était un truc assez dingue aussi. J'étais en Angleterre sur un futur. C'était en janvier 2007 à Sunderland. Et je jouais pas mal à ce moment-là. Bref, je jouais très très bien. Et j'étais, je sais plus, je crois que c'était en quart de finale ou au deuxième tour. Je jouais contre un Italien. Et là, je sers pour faire un service volé. Je fais un service volé. Et je vois que mon service, bon, souvent quand on sert, on sait plus ou moins si la balle va être bonne ou faute. Et là, je sers et je sais que ma balle elle est bonne. Mais en plus, je fais service volé. Donc, je la vois encore mieux. Et là, dans mon élan, je sers, dans mon élan. Et là, je continue. Et là, j'entends l'arbitre qui dit « faute !» alors que je suis en train d'arriver à un filet. Et là, je change ma trajectoire. Je pense que je devais servir du côté impair à 0,15. Et donc là, je continue dans ma course. Je monte sur la chaise d'arbitre. Je monte les marches et j'arrive à la hauteur de l'arbitre. Et là, je le regarde et en anglais, je lui dis « quoi ? La balle, elle est comment là, les fautes ?» Et là, je vois l'arbitre qui commence à reculer, qui dit « oh, il ne savait plus quoi faire !» Et là, j'étais mort de là. Mais bon, j'ai fait ça dans l'impulsion. Vraiment, j'étais là. Mais
Bon, ouais, après, je savais que c'était tranquille, on était sur un petit futur. Mais bon, ça m'a fait marrer. Donc, j'ai fait ce truc-là. Bon, bref, ça, je pense qu'il ne faudrait pas trop que je le refasse. Je suis allé tout le gros tournoi. Alors, une autre fois, j'ai une autre anecdote aussi. Vas-y. T'as pris des amendes sur le circuit? Non, très, très rare. J'ai pris une amende. Non, j'ai pris une amende quand je suis arrivé en retard, en fait. Quand je suis arrivé 14 minutes en retard, là, je prends une amende. Combien c'était? C'était rien, ça devait être $50. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais jeté ma raquette sur le terrain, donc j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Après, non, j'ai jamais eu de problème. J'ai une autre anecdote, c'était au Kazakhstan. Je suis au premier tour contre Andrei Golubev à Astana à l'époque. Bon, maintenant ça s'appelle Nour Sultan. C'était le Challenger, c'était en 2008, novembre 2008. J'étais en train de me relancer. J'étais en train de finir ma saison où j'étais revenu de zéro. J'étais 350e mondial. Bon, bref, je joue contre Golubev qui était vraiment injouable, notamment en ce tournoi-là. Et d'ailleurs, il m'a mis une tôle incroyable. Il m'a mis 6-1, 6-1, je crois. Enfin bon, une tôle de dingue. Et là, en fait, en plein match, il y a le président du Kazakhstan qui est rentré sur le terrain, mais dans les tribunes. Donc, il va dans la tribune présidentielle. C'était un grand stade indoor. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que les gens, en fait, quand il arrive, le président, tout le monde doit se lever et le saluer et applaudir. Mais nous, le truc, c'est qu'on était en train de jouer un point. Donc, il y a un moment où on est en train de jouer le point. D'un coup, j'étais en train de courir comme un dératé après la balle. Et là, d'un coup, j'entends tout le monde qui applaudit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, moi, je commence à regarder l'arbitre. C'est quoi ce truc-là? Donc, je remets une balle un peu pourrie en plein milieu. Puis derrière, c'est vrai qu'on allait faire un let. Mais non, on ne fait pas let. Donc, derrière, l'autre, il m'a claqué un coup droit. J'étais dégoûté. Donc, j'ai rigolé. Ça m'a fait marrer. Je me dis, c'est incroyable cette histoire du président qui rentre. Et là, d'un seul coup, le temps, il s'arrête. On s'en fout complètement du tennis. Ok, d'accord. Incroyable. Donc, là, ça m'avait fait marrer cette histoire. Et dernière chose là que j'ai notée, là, c'est une des dernières, c'est à Rome en 2014. C'était assez amusant aussi. Je jouais contre Alejandro González au premier tour du tableau final. Et je fais un très très mauvais début de match. Je suis mené vers 6-1. Et le deuxième set est accroché. Et sur la fin du deuxième set, le public il commence à vraiment un petit peu prendre fait et cause pour moi. Donc là, en gros, globalement, à chaque fois que je fais des points, le public il voulait voir un troisième set. Donc tout le monde était à moi. Et finalement, je gagne le deuxième set. Et mon adversaire part aux toilettes. Et moi, j'aime pas trop cette séquence-là où l'adversaire part aux toilettes, parce que bon, c'est dur à gérer pour un joueur. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis levé. Je me suis dit, tiens, je vais aller courir un petit peu. J'ai commencé à courir un petit peu sur le bord du couloir. Après, je voyais que le public, il rigolait. Donc, j'ai commencé à mimer un petit peu des gestes de boxe à la Rocky Balboa. Donc là, les gens, ils se sont marrés. Puis d'un seul coup, je dis, allez, c'est parti. J'ai commencé à tourner autour du terrain et j'ai tapé dans les mains de tout le monde. Je tapais dans les mains de tout le monde sur le bord. Et là, après, c'était incroyable. Début du troisième set commence, mais à chaque point que je marquais, c'était la all-là pour moi. C'était incroyable. Je lui ai mis 6-1 ou 6-2 au troisième. J'avais tout le monde pour moi. C'était énorme. Incroyable. Et en plus, à Rome, c'est particulier parce que je jouais sur les petits cours, qu'il y a 6 cours qui se touchent. Et donc, il y a plein de monde, ils faisaient des vidéos, ils disaient, mais attends, c'est plus possible, on ne peut plus jouer à cause de tes conneries. Là. À côté, il y avait des joueuses et elles n'en pouvaient plus. Elles disaient, mais c'est pas possible, on ne peut plus jouer maintenant. Surtout que les Italiens, ils sont un peu ouf. C'est vraiment en ambiance match de foot. Ils se lèvent. Ouais, c'était fabuleux. Pour ça, c'est vrai que j'ai toujours aimé jouer en Italie. Pour ça, parce que le public est toujours chaud. Que ce soit pour toi ou contre toi, mais en tout cas, c'est toujours des ambiances particulières. Énorme. Quelle est la personne peut-être la plus incroyable que tu aies rencontrée par le tennis, que ce soit le président du Kazakhstan ou un homme politique français ou quelqu'un vraiment que tu pouvais peut-être un peu admirer, que tu pensais intouchable et que tu as rencontré grâce au tennis? Alors là, par le tennis, je ne sais pas si j'ai rencontré des personnes au niveau politique. Je ne crois pas. Ouais. Je n'ai pas le souvenir. Par contre, après, on croise quand même pas mal d'artistes. Donc, c'est vrai que, et notamment, là, c'est marrant, c'est anecdotique, mais j'ai croisé notamment Bob Sinclair. Bob Sinclair qui adore le tennis, qui joue, qui a été 15-3. On a joué, des fois, ça lui arrive de taper la balle. Une fois, on avait fait un double avec les joueurs, avec lui, sur le tournoi de Båstad en Suède, parce que lui, en fait, il venait mixer la soirée le samedi soir, et donc il était venu, et donc le dimanche, on avait fait un petit double ensemble. Et donc je l'ai croisé plusieurs fois sur des tournois. Bon, bref, c'est un gars qui est cool, mais bon, je ne le connaissais pas plus que ça. Et là, c'est arrivé il y a pas très longtemps. Cette scène, elle est arrivée il y a 4 mois, je crois. Je rentrais de Suisse pour aller en France dans le train. Et je lisais dans un magazine un petit peu l'histoire, le parcours de Bob Sinclair. Et là, je vais à Paris et là, je vais me promener au Trocadéro.
Et là, je tombe sur lui. Il était en train de prendre des photos, mais comme ça, comme un touriste. Et là, j'arrive et je le regarde. Et lui, il me dit, t'es qui, toi? Parce qu'il se demandait ce que je foutais là, à le regarder et tout. Je commençais à vouloir lui parler. Et après, il m'a pas reconnu parce qu'en fait, j'avais un peu la barbe et tout. Après, il a fait, ah, ok. Et là, je suis venu chuchoter. Je dis, je connais ton vrai nom. J'ai lu dans le magazine ton vrai nom. Je sais comment tu t'appelles. Et donc, il a rigolé. Et ça m'a fait marrer, ouais. Son nom? Son prénom, c'est Christophe. Ah oui, Christophe. J'ai oublié son nom de famille. Et son nom de famille, là, je ne l'ai pas pour l'instant, mais ouais, bref. Et donc, ça, c'est des joueurs comme ça. J'ai aussi rencontré, et d'ailleurs, c'était à Astana. C'était assez incroyable. J'ai rencontré Christian Karambeu aussi. C'était. En fait, il venait travailler pour la fédération du Kazakhstan pour le foot. Et on était en même hôtel. Donc, je me suis retrouvé un soir avec Christian Karambeu et Mats Wilander qui venaient pour le tennis. Et ça m'a fait marrer de voir Christian Karambeu, notamment un joueur que j'ai admiré, que j'adorais voir jouer. Donc voilà, on a des rencontres comme ça, par-ci, par-là. J'ai passé du temps aussi avec Christophe Mahé à Carpentras, comme il est originaire de Carpentras, qui joue au club. Il venait voir le tournoi. Donc, ça permet de rencontrer des gens comme ça. Bon, après, voilà, les gens, ils sont dans leur bulle, mais bon, c'est toujours sympa de voir des gens qui sont, ils sont normaux, c'est des stars, mais en même temps, ils sont normaux, ils sont cool. Il a l'air tellement cool, Christophe Mahé. Ouais, très très cool, hein, vraiment très 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 charmant. Bon super, merci Steph pour ces petits compléments. Ok, ouais. Pour terminer l'interview, Steph, j'ai quelques questions de fin communes à toutes les interviews qui sortent un peu du cadre tennis. Quelle est ta définition de la richesse? Alors la richesse, moi je vais partir sur l'aspect richesse humaine, c'est-à-dire en termes de qui tu es humainement finalement, pas voir par rapport à l'argent. Et ça a été une évolution. Je me rendais pas compte quand j'étais plus jeune. Je me disais richesse. Pour moi la richesse intérieure c'est ce qu'il y a de plus important. Si le tennis n'avait pas existé, tu aurais fait quoi? J'aurais certainement passé mon concours de prof de PS. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée? Non, ce qui me rend heureux, c'est finalement de faire ce que j'ai un petit peu prévu de faire, hein, de respecter mes plans et de me dire aujourd'hui, tiens, tu te réveilles, tu sais pas trop ce que tu vas faire, tu dis tiens, allez, j'ai une image en tête de me dire tiens, on va faire ça. Et au final, tu dis tiens, aujourd'hui, j'ai pas été feignant, je l'ai fait. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais au moins j'ai fait plus ou moins ce qui était prévu. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être une meilleure personne? Pour essayer de l'être? Ça, c'est un travail qui a pris du temps, hein. C'est ce que j'avais un petit peu noté. Et globalement, quand j'ai commencé le tennis, j'étais braqué à fond sur le tennis. En me disant, oui, il faut absolument que j'améliore mon coup droit, mon service, c'est pas bon. Donc, je travaille sur ma technique. Et petit à petit, une fois qu'on a gommé ça, je me suis dit, maintenant, il va falloir travailler surtout mentalement pour arriver à comprendre tout ça. Parce qu'une fois que je suis armé après, ça se joue que dans la tête. Et donc, au final, le plus important après, c'est de comprendre les choses et au final de devenir une meilleure personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Finalement, comprendre que plus tu deviens une meilleure personne et plus tu vas devenir un meilleur joueur. Ouais. Et que l'inverse n'est pas forcément vrai. Et qu'au final, c'est le plus important. De développer des valeurs, mais tout ça, ça prend du temps. Et moi, tout ça, je l'ai compris, mais de plus en plus tard. C'est-à-dire que ma vraie maturité de professionnel, je l'ai eue à 36 ans. Tout ce que j'ai fait avant, c'est pas que c'était de la chance. Je me suis engagé, je me suis investi, mais il manquait encore des choses. Et finalement, la plénitude, je l'ai eue à 36 ans. C'est pour ça que j'ai fait ma meilleure saison. Mais ça prend du temps parce que devenir une meilleure personne, globalement, il faut savoir de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te manque pour être heureux, qu'est-ce qui te manque pour être apaisé. Beaucoup de rencontres, beaucoup de lectures. Hein, j'ai lu Dostoïevski, j'ai tout lu Dostoïevski par exemple. J'ai lu beaucoup de choses dans le développement personnel qui font que je me nourris de tout ça, mais qui font que aussi, des fois, je m'égare quand même quoi qu'il arrive. Et puis, il y a un moment, on commence à comprendre vraiment comment on fonctionne, de quoi on a besoin. Et à partir de là, c'est là que c'est vraiment le top parce que là, après, tu perds plus ton temps à te perdre dans les jugements sur toi-même et le jugement des autres, finalement. Tu vas écouter, tu peux avoir ton avis sur tout et n'importe quoi. Tu as le droit de donner ton avis. Et les gens qui vont venir autour de toi te casser ou je sais pas quoi, finalement, c'est pas important.
Alors que quand on est plus jeune, parfois on va peut-être attacher un peu trop d'importance. Et finalement, les joueurs et les êtres humains qui arrivent à avoir cette maturité-là de dire ok, moi j'ai des choses à faire, je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe autour de moi, j'ai des choses à faire, j'ai mes objectifs, je les tiens. Et de ce côté-là, je suis égoïste parce que je fais ce que j'ai à faire et ce qui se passe à côté de moi, je m'en fous un peu. Ceux-là, ils sont très très forts. C'est clair. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre les grands champions qui sont là, qui sont très forts de manière précoce et les autres. Ouais. Quel est le plat que tu cuisines le mieux? Alors le plat que je cuisine le mieux, ça fait très longtemps que j'ai pas fait la cuisine. Moi en fait, on cuisine pour moi souvent. Mais moi en fait, la période où j'ai le plus cuisiné, c'est quand j'étais en 2007-2008, où j'étais complètement, où je pouvais rien faire. Donc c'est là que j'ai cuisiné beaucoup. Et donc je m'amusais à faire des recettes un petit peu partout. À faire pas mal de recettes. Bon, j'ai essayé de plus tourner vers les desserts. Ok. Mais je m'amusais à faire je faisais des choses assez simples, un gratin dauphinois, des trucs assez faciles, des lasagnes, des trucs qui sont pas trop compliqués. Et le truc sur lequel j'étais le meilleur, c'était les pancakes. J'avais fait ma recette de pancakes et j'avais trouvé génial. Et d'ailleurs là, je vais la remettre sur pied là. Je vais en faire demain des pancakes. Je vais en refaire. Ça doit faire 7-8 ans que j'en ai pas fait. Il est temps. Ouais. Tu parlais de lecture. Et si tu devais isoler un livre qui a vraiment marqué ta vie? Un livre, c'est pas facile, mais bon, je vais dire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Qu'est-ce que tu en as tiré? Après, c'était un petit peu la métaphore de tout le monde, de tous les gens, en fait, de se trouver, de se chercher. De ce gars qui part, qui voyage, qui passe de l'Espagne, qui va en Égypte chercher son trésor. Et en fait, le trésor, on l'a en nous. Mais il faut apprendre à se connaître et à savoir se respecter ses désirs et respecter un petit peu, se respecter soi. Et c'est en ça que c'est un livre qui a touché beaucoup de monde. Et qu'est-ce que tu aimes tant chez Dostoïevski? En fait, Dostoïevski, moi, j'avais lu ça sur les conseils. J'avais un entraîneur à l'époque à l'Académie Mouratoglou qui m'avait dit écoute, tiens, on discutait, il me dit tiens, toi, je pense que ça pourrait te plaire de lire des auteurs russes. Donc, j'écoute, dis-moi. Et donc, il me parlait de Dostoïevski. Et donc, j'ai commencé à lire. Et j'ai lu ce premier livre que j'ai lu de Dostoïevski qui était Crime et Châtiment. Je me souviens très bien quand est-ce que je l'ai lu en 2003. C'était février-mars 2003. J'étais en tournée en Espagne. Et je me rappelle avoir lu ce bouquin et ça me rendait complètement dingue. Je trouvais ça tellement extraordinaire, cette histoire. Et comment ce mec, Dostoïevski, il arrivait à psychologiquement entrer dans ses personnages. Je me disais, mais c'est incroyable. Ensuite, j'ai lu un petit peu sa biographie. J'apprenais à comprendre comment il écrivait ses bouquins. Et il avait une vie de dingue complet. Enfin bon, il jouait au casino, il était complètement à la ramasse. Et le mec, en une semaine, il arrivait à te pondre un bouquin. Il a sorti, je ne sais plus lequel il a sorti, mais peut-être Crime et Châtiment. C'est celui-là qu'il a écrit. Il y avait son éditeur qui lui mettait une pression. Il dit écoute, maintenant tu nous rends le bouquin dans 4 jours. Et le mec, il n'avait rien écrit. Et d'un seul coup, il se mettait à écrire jour et nuit. Et donc, c'est ça, moi, qui me faisait marrer dans cette folie de dingue. Parce que voilà, je trouvais que ce mec, il avait de la folie. Et moi, ça me faisait marrer parce que j'ai aussi cette folie-là. Et donc, c'est pour ça que je me sentais proche de ce genre de mec. Ouais. Et c'est pour ça que je suis allé aussi, que ça a été hyper important pour moi, là, en fin de carrière, d'aller jouer à Saint-Pétersbourg. Parce que je voulais absolument aller mettre les pieds dans sa ville. Et donc, en 2018, je suis allé jouer les qualifs à Saint-Pétersbourg. Et là, j'étais comme un dingue. La ville magnifique. Et puis, je suis allé sur les traces de Dostoïevski dans la ville. Génial. Ouais. Est-ce que tu as un film référence? Alors, un film référence, j'en parlais avec un de mes amis. Un film qui a eu une grosse importance pour moi. Dans un moment où j'étais en train de me poser des questions, j'étais à la fac, j'étais un peu perdu, je ne savais plus trop ce que je foutais. Et j'étais aussi perdu un petit peu dans ma relation avec les filles, on va dire. J'avais 20 ans et j'étais un peu dans le gaz. Et je me rappelle aux vacances de Noël de 99-2000, j'ai regardé un film 4 ou 5 fois, c'était Coup de foudre à Notting Hill. Et cette histoire, c'est un bon film. Voilà, c'est pas non plus un film incroyable. Mais dans mon contexte, de voir cette histoire d'amour, machin, ça m'a rendu
ça m'a redonné un peps de dingue, ça m'a redonné de la confiance et ça a été un peu le début déjà de mes décisions de passer pro en même temps au final. Ça a eu un impact parce que ça m'a relancé. À un moment où j'étais dans le doute et de voir cette histoire, mais bon, c'est un petit peu ça le rôle du cinéma aussi, c'est de faire rêver. Et là, ça m'a fait rêver, ça m'a évadé, ça m'a permis de m'évader et ça m'a permis d'aller retrouver des ressources pour me remobiliser et repartir au charbon avec une grosse énergie. Le concert le plus dingue auquel tu as assisté? Alors, le concert le plus dingue, ça va pas être compliqué parce que moi, je sors pas beaucoup. Et j'ai assisté à 2 concerts seulement dans ma vie. Laurie Garou. Non, mais j'ai assisté au concert des Red Hot Chili Peppers à Paris, au Parc des Princes, pardon, c'était pas le Stade de France, c'était au Parc des Princes en 2007. Et encore, à la base, je devais pas y aller. C'est parce que j'ai pris une place de quelqu'un qui était pas là et moi j'étais dans le coin à ce moment-là, donc c'était un peu par hasard. Et le deuxième concert auquel j'ai assisté, c'était aussi pour remplacer quelqu'un qui n'avait pas pu y aller parce que j'avais pas prévu ça. Je suis allé au concert de Christophe Maé à Orléans, au Zénith, qui était pas mal du tout aussi. J'ai trouvé ça sympa d'ailleurs. Donc voilà, après des concerts, non, des vrais concerts, j'en ai pas vu après, non, c'est tout. Donc si je dois choisir entre les deux, bon, honnêtement, j'étais au Parc des Princes, j'étais tellement loin que voilà, au Zénith c'était mieux parce qu'il y avait plus d'ambiance. Est-ce que tu pratiques la méditation? Non. Ok. Tu nous as parlé rapidement de ta période à 20 ans, mais est-ce que tu as eu une période de doute encore plus importante dans ta vie? Après, c'est un petit peu la même chose. Hein. Globalement, j'ai eu des creux à 20 ans, j'ai eu les creux à 25 ans, j'ai eu des creux même à 30 ans. J'ai eu des petites phases de doute à chaque fois qui font que tu te remets en question, tu essaies de comprendre, mais bon, ça fait partie du comment de. En tout cas, moi, dans mon parcours, ça m'a permis d'essayer de me comprendre. Et pourtant, des moments, je me disais, bon, allez là, c'est bon, maintenant, tu as été un peu au fond du trou, tu vas te remettre, c'est parti. Et voilà, et finalement, j'ai trouvé plus ou moins la paix, je l'ai faite à partir de 2016, où là, d'un seul coup, j'ai commencé vraiment à me détacher de plus en plus et à me dire que d'arrêter de me juger négativement pour des choses, parce que tous ces jugements, d'ailleurs négatifs ou positifs, ils n'ont pas lieu d'être. C'est vraiment, tu donnes le max, tu fais ce que tu as à faire, et puis c'est tout. Et bon, c'est quelque chose qui est pas simple, parce que moi, il a fallu que je travaille beaucoup par rapport à ça, à me comprendre, et notamment sur l'estime de soi, qui est pas facile. L'estime de soi, c'est compliqué sur le circuit, parce que si on commence à se comparer aux autres joueurs, à se dire, voilà, j'ai gagné un match, je suis le plus fort, je perds, je suis le plus nul, c'est hyper compliqué et c'est très très dur à vivre ça sur le circuit, notamment quand on enchaîne les périodes, où il n'y a pas de résultat, où tu enchaînes les défaites, c'est très très compliqué à vivre. Moi je me souviens notamment quand j'ai eu une période là en 2010 où je suis monté, j'étais monté 60e mondial et c'était dur pour moi parce que déjà j'avais pas trop lutté pour grappiller les échelons, j'étais passé de 100 à 60 et il y a un moment où j'étais un petit peu perdu par rapport à ça, je me suis retrouvé 60 et je me dis qu'est-ce que je peux faire de mieux? J'ai l'impression que je ne pouvais pas faire grand chose de mieux et puis il y a un moment où je perdais toutes les semaines au premier tour et puis je voyais arriver 10 000 euros, 5 000 euros en grand chelem, je sais pas combien il y avait, bref, et je voyais des sommes et je me disais mais attends, c'est n'importe quoi là, je gagne de l'argent mais je fais rien, je suis nul. Et là, c'était des moments qui étaient assez compliqués à vivre aussi. Ouais. Et pour arriver à se détacher de tout ça, finalement, à se dire, OK, au final, je suis juste un être humain. J'ai mon classement qui reflète mon classement sur toute l'année. Je suis dans une phase un peu compliquée, je ne gagne pas. Ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, il faut continuer à travailler, à croire en soi, et ça va redécoller. Et ça, c'est pas simple. Hein, des moments, on perd du temps parce que on est pris dans une spirale négative. Et tous les joueurs l'ont plus ou moins connu, hein, globalement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui arrivent à passer au travers et à être constants tout le temps. Ouais. Et ça, c'est la vie aussi. Au final, dans la vie de tout le monde, c'est un petit peu ça. Il y a des moments où on a des petits coups de moins bien. Sauf que je pense que dans le tennis, c'est un petit peu plus violent. Parce qu'on est loin de tout le monde. On peut s'isoler. Et après, ça peut devenir problématique. Pourquoi avoir accepté cette interview, Steph?
Ouais, parce que Tennis Légende, je pense que c'est une autre vision du tennis. Enfin, c'est une vision assez fun, a priori. Bah, c'est une bonne manière de voir le tennis, de montrer le tennis sur des coups. Enfin, bon, bref, vous montrez des vidéos de choses insolites. Enfin, bon, dans le tennis, c'est un autre regard du tennis. Donc c'est une vision décalée aussi. Mais en même temps, vous respectez le tennis et le sport. Donc voilà, c'est une vision assez intéressante. Moi, j'aime bien. Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Je passe un petit peu de temps, mais bon, c'est pas non plus énorme. Parce que je connais l'effet pervers aussi de tout ça. Donc, bon, j'essaye de faire attention. Mais bon, et surtout, je vais essayer de faire attention là, à l'avenir. Même si moi, l'impact est moindre, en fait, c'est surtout quand tu es joueur qu'il faut arriver à te rendre compte du danger que ça représente. Parce que voilà, c'est un miroir grossissant. Tout le monde a son avis, tout le monde peut parler à tout le monde. Et ça, il y a un moment où c'est pas la réalité non plus. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux et ça peut être nocif. Et encore une fois aussi dans le contrôle, c'est-à-dire qu'il y a un article qui va passer sur toi. Tiens, je vais aller voir ce qu'en pensent les gens. Et globalement, on est toujours marqué par les commentaires négatifs. Là, j'entendais encore une fois, là, globalement, tu as 90% des gens qui vont être positifs, mais il y a 10% qui vont t'énerver. Et voilà, là, je voyais, il y a Florent Pagny qui a fait une interview là pour mettre les choses au point par rapport à sa situation fiscale. Parce qu'il y en a 2-3 qui ont encore lui dire mais toi, tu profites du système, machin, je sais pas quoi. Mais il y a quoi ? Il y a 10% qui lui ont dit ça. Et tout le reste des gens lui ont dit écoute, c'est super ce que tu as fait, ton truc là pour aider les gens dans les hôpitaux, pour aider tout le milieu médical, leurs chansons qu'ils ont faites là, bon bref. Et ça l'a énervé parce que on est braqué sur les choses négatives. Ouais. Et c'est en ça que c'est dangereux parce que finalement, il faut arriver à être positif. Et les réseaux sociaux, c'est pas simple à ce que ce soit toujours positif. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes avec laquelle on pourrait faire un épisode de podcast nous aider à convaincre? Il y a le joueur de double Fabrice Martin. Ouais, carrément. 22e mondial. Ouais. Lui, ouais. je pense que lui, il peut être intéressé. Bon, c'est quelqu'un qui a un parcours assez amusant aussi parce que lui, c'est quelqu'un qui a une grosse culture à l'étranger. Il a vécu en Colombie, il a vécu aux États-Unis beaucoup. Il est de Bayonne. Et il a un parcours aussi qui est assez intéressant. Il s'est orienté plus vers le double, alors qu'en simple, il a dû être 200e mondial, je ne sais plus trop. Ouais. Il s'est orienté vers le double. Bref, il a une belle histoire aussi. Il a une belle histoire avec son pote, avec Jérémy Chardy. Que lui, ça peut être un profil intéressant, je pense. Trop bien. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir avant ta retraite à 75 ans? Qu'est-ce qui te reste à accomplir? Moi, j'ai rien de spécial à accomplir. Maintenant, ce que je veux, c'est faire des choses qui m'intéressent après le tennis. En tout cas, en tant que joueur, maintenant, je vais encore jouer un petit peu peut-être. Mais globalement, tout ce que j'ai fait, le meilleur, il est derrière moi. Je m'amuse encore, mais bon, maintenant, ça va être compliqué aussi. Je ne sais même pas comment ça va se passer après ce virus. Globalement, ça va être dur pour moi de me relancer. Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver un bon niveau. Bref, c'est inconnu tout ça pour moi. On verra ce qui se passe. Globalement, ce que je souhaite maintenant, c'est transmettre. C'est travailler là. Bon, on verra ce qui se passe avec Vera, avec ma joueuse. Mais c'est l'accompagner dans la fin de sa carrière. Elle n'est pas toute jeune non plus. Ouais. Mais l'accompagner et lui donner vraiment ce qu'elle attend pour retourner au top niveau. Donc, c'est ce qui se passe là. Moi, j'ai passé 5 semaines avec elle et je suis très très content de ce qu'on a fait, de notre relation, de travailler avec quelqu'un de vraiment professionnel. Et globalement, on a une très très bonne relation. Je suis très très satisfait de ça parce que c'est pas forcément évident. Et après, le faire aussi avec un joueur, avec une joueuse. Là, je vais essayer d'aider Calvin Emery dans son projet. Ça me motive aussi à fond. C'est un beau challenge aussi. Ouais. Et globalement, c'est transmettre toute cette expérience, tout ce travail que j'ai effectué. Et maintenant, de l'appliquer avec d'autres. Après, voilà, globalement, je vais essayer de rester dans le milieu du tennis aussi. Et on va voir où je vais atterrir aussi. Là, je vais essayer de rester sur le circuit. Et je vais avoir d'autres opportunités aussi de graviter dans le milieu du tennis.
Et je vais faire au mieux pour saisir toutes ces opportunités. Yes. Bah écoute, on te souhaite le meilleur. Un grand merci d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Ciao. Merci Steph pour ton temps et ta générosité. Merci à toi, jeune légende, d'être au rendez-vous comme à chaque fois, ou pour la première fois, qui sait. N'hésite pas à envoyer un mot à Steph sur Facebook ou Insta pour le remercier et viens me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'échange. J'adore te lire, ça me motive comme jamais et ça permet au contenu d'être mis en avant grâce au meilleur référencement, alors surtout ne te bride pas. Balance d'ailleurs l'épisode à un ou une pote à toi parce que le référencement aujourd'hui est ce qui aide le mieux le podcast à se développer. Le bouche à oreille vraiment cartonne, alors voilà, surtout n'hésite pas et transfère-moi ça le plus vite possible. Énorme merci à Damiano, Chib, Coco, 540, Vince et Cédric pour vos derniers avis adorables sur Apple Podcast. C'est là que tout se joue, balancez 5 étoiles et un commentaire, je le répète, mais c'est hyper important pour nous. Un grand merci aussi à Antoine et Lionel pour vos derniers tips sur la plateforme Tipeee. Tu peux aussi nous soutenir à hauteur de 3 €, soit un anti-vibrateur par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Chaque épisode représente plus de 10 heures de taf, on a maintenant les hors-séries en plus, et on se creuse au quotidien pour te régaler, alors pareil, fonce, n'hésite plus, et fais chauffer la CB. En parlant de ça, on a sorti notre 3e masterclass d'1 heure avec Jean-Philippe Vaillant qui a coaché mentalement 13 joueurs et joueuses du top 100. C'est un formidable moyen d'investir sur ton jeu et de passer de sérieux caps, de faire voler quelques barrières mentales notamment. On voit ensemble avec Jean-Philippe comment se mettre dans le bon état d'esprit sur un cours, en match et dans les mauvais jours. Cette nouvelle masterclass se divise en 8 parties. On a entre autres planché sur l'état d'esprit à adopter pour performer sur un cours de tennis, en fonction de ta personnalité. À l'aide d'un outil précis, on voit ensemble comment déterminer l'état d'esprit qui te convient. Jean-Philippe nous explique comment mettre en place des process pour entrer dans le bon état d'esprit, celui d'un joueur dit en confiance. Il nous livre les conditions pour entrer dans la zone, cet état second de pilotage automatique où tout réussit. Notre expert mental nous donne des rituels puissants d'avant-match qui marchent pour avoir confiance ainsi qu'un hack pour rester positif sur le cours. C'est une nouvelle masterclass passionnante auquel vous avez accès au format audio et vidéo. Et je vous ai également concocté un support écrit pour la suivre. Pour vous abonner et recevoir un nouveau cours tous les 15 jours, vous avez un lien juste en dessous. Et si vous voulez avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. Il suffit de m'écrire à max@tennislegende.fr. Et si tu veux un exemple de cours gratuit qu'on a enregistré en ligne, tu as les 4 secrets de statisticien enregistrés avec Faz Barreau, qui travaille pour Gilles Servara, coach de Daniil Medvedev. Tu vas vraiment aimer mieux comprendre ton jeu grâce à la stat et grappiller de précieux points en match. En moyenne, c'est 4 points à des moments chauds. Donc voilà, surtout, fonce, n'hésite pas, c'est 1h14 offerte. Tu vas kiffer. Enfin, si tu veux nous suggérer des idées, des partenariats ou autres, viens me le dire sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta à Max Emia, et E-T-Mia, Emia, le tout attaché. C'est toujours très cool d'échanger et je réponds à tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est une bien belle pierre qui vient d'être posée avec Steph. Je suis hyper heureux des retours positifs, vraiment. À très vite les légendes et prenez soin de vous.